Des cris venaient de chez toi. J'étais absent depuis 2 semaines. Seule ma femme avait les clés. Je n'ai pas crié. J'ai installé des caméras cachées. La fois suivante, j'ai regardé les images et j'en suis resté bouche bée. 30 minutes plus tard, la police et les avocats étaient sur le coup. Bon sang, laisse-moi te raconter un truc du genre, rentrer après 2 semaines sur la route. Ça devrait être comme enfiler son jean préféré. Confortable, familier, non. Mais debout dans mon allée à 18h47 un mardi, les clés encore chaudes au creux de ma main, je savais que quelque chose clochait. Toronto avait été une vraie galère. 14 jours de réunions clients consécutives, un café d'hôtel au goût de caoutchouc brûlé et des matelas qui semblaient bourrés de parpaings. Je n'avais qu'une envie, me traîner à l'intérieur, me faire un burrito glacé au micro-ondes, prendre la douche la plus chaude que mon chauffe-eau pouvait supporter et m'endormir pendant environ 12 heures d'affilée. Des plaisirs simples, vous savez, le genre de besoins humains fondamentaux qui vous permettent de garder la tête froide quand on vit dans une valise et qu'on mange à l'aéroport. Mais Sam m'attendait. Mon voisin Sam, celui qui d'habitude s'occupait de ses affaires, entretenait sa pelouse impeccable comme une base militaire et me faisait un signe poli quand on recevait notre courrier en même temps. Ce n'était pas un simple « Salut, bon retour ». C'était Sam, debout dans son allée, les bras croisés, qui me regardait comme si je sortais d'un vaisseau spatial plutôt que d'une Honda Civic cabossée. « Ça va ?» demanda-t-il, et quelque chose dans sa voix me noua l'estomac. Pas vraiment de l'inquiétude. Plutôt de la suspicion. Je posai mon sac de sport sur l'asphalte, essayant de déchiffrer son expression. « Ouais, mec. Je reviens de Toronto. » Quoi? Sam se balança d'un pied sur l'autre, jeta un coup d'œil à ma maison, puis à moi. « Il y a eu des cris chez toi cette nuit. » Ces mots me firent l'effet d'une claque. « Comment ça, crier? » Je veux dire, crier. Des voix fortes, des gens qui hurlaient. On aurait dit que quelqu'un avait de sérieux ennuis. Il marqua une pause, observant mon visage. Ça durait depuis presque une semaine. Ma femme a appelé la police 2 fois, mais quand ils sont arrivés, tout était rentré dans le calme. J'ai eu la bouche sèche. C'est impossible, samedi. Je suis parti depuis 2 semaines. Personne n'est entré chez moi. Ma femme Nadia avait le seul double des clés et elle logeait chez sa sœur. Sam haussa les épaules, mais ses yeux ne quittèrent pas les miens. Bon, baisse la voix la prochaine fois, d'accord? Certains d'entre nous ont des enfants qui ont besoin de dormir. J'ai poussé un rire qui sonnait faux, même à mes propres oreilles. Il n'y aura pas de prochaine fois parce qu'il n'y a pas eu de première fois. Tu as dû entendre quelque chose d'une autre maison. Mais Sam retournait déjà vers sa porte d'entrée, visiblement lassé de la conversation. Bien sûr, Marcus. Baisse la voix. Debout, seul dans mon allée, mon sac de sport au pied, j'ai senti une sensation froide et tordue se nouer dans mon ventre, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la fatigue du voyage ou la faim. J'ai tâtonné avec mes clés, les mains soudain tremblantes, et je suis entré chez moi. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Pas désagréable, en fait. Ça sentait bon, trop bon, comme une de ces bougies coûteuses que Nadia brûlait pendant ses séances de yoga. Vanille et bois de santal. Mais j'étais parti depuis 2 semaines et je n'avais certainement pas allumé de bougie avant de partir. Puis j'ai vu le salon et mon sang s'est glacé. Tout était parfait. Pas seulement propre, parfait. Les coussins du canapé étaient bien gonflés et disposés comme s'ils avaient été arrangés par un photographe professionnel. Sur la table basse, il n'y avait pas une seule goutte d'eau ni un seul magazine de travers. Même la télécommande était parfaitement positionnée par rapport au bord de la table. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai traversé la maison comme si je la voyais pour la première fois. La cuisine était impeccable, non seulement nettoyée, mais désinfectée à tel point que les appareils électroménagers en inox brillaient sous les plafonniers. L'étagère à épices, que j'avais toujours rangée dans un ordre aléatoire, était maintenant classée par ordre alphabétique. Basilic, piment de Cayenne, poudre d'ail, origan, paprika. De jolis petits soldats alignés à la perfection. Mais c'est l'orchidée qui m'a vraiment fait flipper. J'avais acheté cette plante stupide 6 mois plus tôt parce que Nadia m'avait dit qu'elle apporterait une énergie positive à la maison. Elle était à moitié morte quand je suis parti pour Toronto. Les bords des feuilles étaient bruns, la terre était sèche comme de la poussière, on aurait dit quelque chose qu'on trouve dans un cimetière de plantes. Je pensais qu'elle serait complètement grillée à mon retour. Et honnêtement,
j'avais hâte de la jeter enfin et de mettre un terme à ma carrière de tueuse de plantes. Au lieu de ça, elle était en pleine forme. Des feuilles d'un vert éclatant, des racines saines visibles à travers le pot transparent. Et je jure que je n'invente rien. 2 fleurs blanches parfaites qui n'étaient définitivement pas là avant. Je suis resté là, à fixer cette orchidée, 1 minute entière, essayant de comprendre ce que je voyais. Quelqu'un était entré chez moi. Quelqu'un avait pris soin de tout, nettoyé, rangé, vécu ici pendant mon absence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Loin de là. Allongé dans mon lit, dont les coins étaient si serrés qu'on pouvait y faire rebondir une pièce de 25 cents, je fixais le plafond jusqu'à ce que l'aube perce à travers les stores. Chaque petit bruit me tendait les nerfs. La maison qui s'affaissait, le réfrigérateur qui ronronnait, une portière de voiture qui claquait quelque part dans la rue. Mais surtout, je restais allongé là, à me demander ce qui s'était bien passé chez moi à 3200 km de là, et pourquoi mon voisin pensait que je mentais. Le lendemain matin, j'ai appelé Nadia avant même d'avoir bu mon premier café. Mes mains tremblaient encore un peu. Était-ce dû au manque de caféine ou à la nuit bizarre que je venais de passer? Je n'en savais rien. Elle a décroché à la 3e sonnerie et j'ai entendu ce ton faussement joyeux qu'elle utilisait pour détourner le regard. Dis donc, ma belle, comment c'était à Toronto? Tu as conclu l'affaire Henderson? Nadia, il faut qu'on parle. Ma voisine a dit qu'il y avait des cris provenant de la maison pendant mon absence. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu un silence juste assez long pour que je sache qu'elle choisissait ses mots avec soin. Puis elle a ri. Ce léger bruit de vent qui m'a fait mal aux dents. Oh, ça m'est dramatique. Tu sais comment il est. Elle a marqué une pause et je l'ai presque entendu lever les yeux au ciel. Je suis juste passé quelques fois pour faire le ménage. Tu sais comme je déteste le désordre. Mais c'est ça le problème. Ce n'était pas juste rangé. En visitant ma maison la veille au soir, j'avais l'impression d'être entré dans une de ces maisons témoins qu'on voit dans les magazines immobiliers. Tout était parfaitement rangé, rien ne détonnait, une odeur de produits d'entretien hors de prix, et cette étrange odeur de bougie à la vanille semblait imprégner les meubles. L'ordre, c'est une chose, Nadia. On dirait qu'on a préparé un shooting photo. Et l'orchidée? Elle était pratiquement morte quand je suis parti. Un autre rire. Celle-ci, avec un léger côté décalé. J'ai la main verte. Rappelle-toi, j'aidais ma mère à jardiner tout le temps. Les plantes me répondent, c'est tout. C'était et on le savait toutes les deux. Pendant notre mariage, Nadia avait tué plus de plantes d'intérieur qu'un SM de cricket. Une fois, elle avait réussi à tuer un cactus, un sacré cactus, en l'arrosant trop. Mais j'ai insisté. Bon, d'accord. Le ménage, peu importe. Mais ça m'a dit qu'il y avait des gens qui entraient et sortaient. Inconnu, tu es venu avec quelqu'un, Marcus? Sérieux? Pourquoi aurais-je amené des inconnus chez toi? Sa voix prenait ce ton sec qu'elle prenait quand elle se sentait coincée. Ne sois pas parano. Ça ne te va pas parano, hein? Parce que vouloir savoir qui était entré chez moi pendant mon absence était totalement déraisonnable. Je me suis frotté le front, sentant un début de mal de tête me monter aux yeux. Écoute, je ne cherche pas à me disputer. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. L'endroit est différent. On ne me le sent plus. C'est ridicule. Il est exactement comme quand tu l'as quitté, juste plus propre. Tu n'as peut-être pas l'habitude de vivre dans un endroit qui ne ressemble pas à une maison de fraternité. La fouille m'a fait mal parce que ce n'était pas totalement injuste. Je ne suis pas le type le plus ordonné du monde. Il m'arrive de laisser la vaisselle dans l'évier, d'oublier de faire mon lit, de laisser le courrier s'empiler sur le plan de travail de la cuisine. Mais il ne s'agissait pas d'être propre. Il s'agissait d'entrer chez moi et de me sentir comme un étranger. Après avoir raccroché, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment qu'elle m'avait menti. Pas seulement en déformant la vérité ou en esquivant des détails. Un mensonge pur et dur. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa façon de répondre un peu trop vite. La façon dont elle a essayé de retourner la situation contre ma paranoïa. J'ai décidé de faire un autre tour dans la maison en plein jour. Regardons les choses en face, cette fois. Les placards de la cuisine avaient été réorganisés. Pas seulement nettoyés, mais complètement réorganisés. Mes tasses à café, que je gardais toujours dans le placard à côté de la cafetière, étaient maintenant dans un tout autre placard,
celui au-dessus du lave-vaisselle, là où Nadia avait toujours pensé qu'elle devait être placée. On s'était disputé bêtement à ce sujet au début de notre mariage et j'avais refusé de les déplacer simplement parce que c'était ma maison et que je les aimais bien là où elles étaient. Maintenant, elles étaient à sa place. Dans la salle de bain, mes affaires de toilette avaient aussi été déplacées. Mon rasoir, que je laissais toujours à droite du lavabo, était maintenant à gauche. Le porte-brosse à dents avait été tourné pour que les poils soient dans le sens inverse. Des petites choses. Mais quand on vit seul, on remarque les petites choses. Le lendemain, j'ai croisé Sam de nouveau en allant chercher mon courrier. Cette fois, il ne se contentait pas d'être un simple voisin. Il avait l'air sincèrement inquiet. « Marcus, il faut que je te raconte autre chose sur ce qui s'est passé pendant ton absence. » J'ai eu un pincement au cœur. « Quoi ? » On a vu des gens entrer et sortir la nuit. Pas le jour, la nuit. Vers minuit, parfois plus tard. Ce n'était pas seulement ta femme. Il y avait des inconnus. On a vu au moins 4 personnes différentes en une semaine. Des gens ? Oui. Et ce n'était pas que du bruit. On aurait dit que quelqu'un souffrait. Une vraie douleur. Ma femme a voulu appeler les secours, mais je lui ai dit d'attendre de voir si ça se reproduisait. Il a marqué une pause, l'air mal à l'aise. Ça s'est reproduit. 3 fois de plus. J'avais envie de vomir. Quel genre de douleur ? Comme si quelqu'un était blessé. Ça m'a remué, maladroitement. Écoute, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée, mais on n'avait pas l'impression que quelqu'un était blessé. On aurait dit, bon, tu es un adulte. Tu peux te débrouiller. Oh, mon Dieu. J'ai compris ce qu'il sous-entendait, et ça a rendu les choses bien pires. Sam, j'ai besoin que tu sois franc avec moi. Quand est-ce arrivé ? Exactement. Il a sorti son téléphone et a parcouru un document. J'ai pris des notes parce que ma femme me l'a demandé au cas où on devrait porter plainte. Du 15 au 18 mars. Du 3 au 6 mai. Et puis la semaine dernière, du 12 au 18, j'ai eu froid aux yeux. En mars et en mai, j'étais absent les 2 fois. À Seattle et en mars pour une conférence. À Chicago et en mai pour un autre projet client. À chaque fois, j'étais en voyage. Ouais, c'est ce qui a rendu la situation étrange. On savait que tu étais parti, mais il y avait toute cette activité chez toi. J'ai remercié Sam et je suis rentré chez moi à pied, les jambes tremblantes. Une seule personne avait les clés de chez moi quand j'étais absent. Une seule personne connaissait parfaitement mon programme de voyage. Nadia avait utilisé ma maison pour quelque chose, et quoi que ce soit, ça impliquait des inconnus et des bruits qui ont donné envie à mes voisins d'appeler la police. La question était, que diable ma femme faisait-elle chez moi à minuit pendant mon absence ? Pour comprendre ce qui est arrivé à Nadia et à ma maison, il faut comprendre sa famille. Ces gens avaient une philosophie de la propriété à faire rougir un communiste. Selon eux, rien n'appartenait vraiment à personne. Pas si quelqu'un d'autre dans la famille en avait plus besoin. Et devinez qui semblait toujours avoir besoin de tout plus que tout le monde, la sœur aînée de Nadia, Dana. Dana était l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal, même quand elle faisait tout de travers. Elle était tombée enceinte à 19 ans d'un loser qui avait craqué dès qu'il avait entendu le mot « bébé ». Puis elle était tombée enceinte de nouveau 2 ans plus tard d'un autre homme qui s'est avéré être marié. Quand j'ai rencontré Nadia, Dana avait 2 enfants de moins de 5 ans, une maison qui tombait en ruine et absolument aucune compétence en gestion financière. Mais selon les parents de Nadia, Dana traversait simplement une période difficile et avait besoin du soutien de sa famille. Pendant ce temps, j'étais l'égoïste qui osait vouloir de belles choses pour ma femme et moi. Quand Nadia et moi nous sommes mariés, j'ai trouvé la générosité de sa famille adorable. Bien sûr, c'était un peu excessif parfois, comme quand sa mère nous culpabilisait de payer les courses de Dana parce que les enfants avaient besoin de manger, mais je me suis dit que c'était ce que les familles font les unes pour les autres. J'ai grandi enfant unique avec des parents qui s'occupaient de leurs affaires, donc tout le système de soutien familial élargi m'était inconnu, mais j'étais prêt à apprendre. Le premier signal d'alarme aurait dû être l'achat de ma maison. J'avais économisé pendant 3 ans, fait des heures supplémentaires, séché les vacances, mangé des ramen au dîner plus de soirs que je ne veux l'admettre. J'ai trouvé ce petit endroit parfait dans un quartier sympa. 3 chambres, 2 salles de bain, un garage et un jardin assez grand pour un barbecue. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi.
J'étais tellement fier de cette maison, vous savez. La première fois de ma vie que je possède quelque chose qui compte vraiment. Mais le jour de notre emménagement, Nadia a commencé à me faire des commentaires. Ce bureau est plutôt grand, non? As-tu vraiment besoin de tout cet espace juste pour un bureau et des classeurs? Puis, elle a ajouté, les enfants de Dana dorment sur des matelas gonflables. Ils n'ont même pas de vrai lit, Marcus. Au début, j'ai cru qu'elle voulait juste faire la conversation, mais elle a commencé à être plus directe. Pourquoi avais-je besoin d'une pièce entière pour un bureau alors que les enfants de Dana partageaient une chambre dans son minuscule appartement? Ne serait-ce pas agréable si Dana pouvait utiliser le bureau comme chambre temporaire lorsqu'elle avait besoin de s'éloigner un moment? J'ai dit non, poliment au début, puis plus fermement quand elle a insisté. Ce bureau n'était pas seulement mon lieu de travail. C'était mon espace. La seule pièce de la maison qui m'appartenait entièrement, où je pouvais fermer la porte et avoir un peu de paix après avoir passé la journée à traiter avec des clients. Mais dire non à Nadia, c'était dire non à toute sa famille, et ils ne l'ont pas bien pris. Sa mère a commencé à faire des remarques acerbes sur le fait que certaines personnes oubliaient leurs origines une fois qu'elles avaient un peu de succès. Son père secouait la tête d'un air triste chaque fois que les difficultés financières de Dana surgissaient. Comme si mon refus de transformer mon bureau en dortoir pour sa fille était personnellement responsable de ses problèmes. La pression s'est accentuée lorsque le propriétaire de Dana a commencé à menacer d'expulsion. Soudain, chaque dîner de famille est devenu une séance de stratégie sur la crise du logement de Dana. Pouvait-elle emménager temporairement chez nous, le temps de se remettre sur pied? Après tout, nous avions la place. Ce ne serait que pour quelques mois. Une fois de plus, j'ai refusé. Non pas que je me fichais de Dana ou de ses enfants, mais parce que je savais comment ces arrangements temporaires fonctionnaient dans la famille de Nadia. Le temporaire avait tendance à devenir permanent. Et avant même de s'en rendre compte, c'était toi le méchant qui voulais récupérer ta maison. C'est là que Nadia a commencé à devenir froide avec moi. Pas vraiment colérique, mais distante. Elle faisait des petites remarques sur mon égoïsme et mon incompréhension manifeste du sens de la famille. Elle me comparait à son ex, qui aurait apparemment filé à Dana si elle en avait eu besoin. J'ai essayé de faire des compromis. J'ai aidé Dana à payer son loyer à quelques reprises quand elle était vraiment serrée. J'ai fait les courses pour ses enfants, payé les fournitures scolaires, et même prêté de l'argent pour une nouvelle machine à laver quand la sienne est tombée en panne. Mais ce n'était jamais suffisant. Il y avait toujours une autre crise, une autre urgence, une autre raison pour laquelle je devrais en faire plus. Le pire, c'était la culpabilité qu'il me faisait ressentir de vouloir fixer des limites. Comme si vouloir garder mon bureau comme bureau faisait de moi une personne horrible. Comme si ne pas vouloir transformer ma maison en maison de transition pour Dana signifiait que je me fichais de ma famille. Quand j'ai finalement refusé et dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée que Dana emménage, même temporairement, Nadia m'a regardé comme si je lui avais donné une claque. J'ai besoin d'espace, a-t-elle dit. Je dois me demander si j'ai épousé le genre d'homme que je pensais être. Je me suis dit qu'elle parlait d'espace dans notre mariage. Il était temps de se calmer, peut-être rester chez sa sœur quelques jours, le temps de réfléchir. J'ai même proposé une thérapie pour trouver un compromis acceptable. Mais avec le recul, je me suis rendu compte qu'elle ne parlait pas de besoin d'espace dans notre couple. Elle parlait de besoin d'espace chez moi. Et apparemment, elle a décidé de le prendre, que je sois d'accord ou non. Environ 3 semaines après la déclaration dramatique de Nadia, j'ai besoin d'espace, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle est redevenue heureuse. Pas seulement heureuse comme d'habitude, mais d'une gaieté suspecte, d'une gaieté qui me donnait la chair de poule. Elle m'envoyait des messages optimistes sur sa journée, des mèmes amusants trouvés en ligne, et m'a même proposé d'aller dîner dans notre ancien restaurant préféré, comme si de rien n'était. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Un jour, elle me boudait et me disait quel genre d'homme j'étais vraiment, et le lendemain, elle se comportait comme si nous étions de nouveau mariés. N'importe qui aurait été soulagé, non? Votre femme cesse de vous en vouloir et se remet à vous aimer. C'est censé être une bonne chose. Mais je suis marié à Nadia depuis 4 ans. Je connaissais ses humeurs, ses schémas, sa façon de gérer les conflits. Ce n'était pas comme ça qu'elle gérait les problèmes. Quand Nadia était contrariée par quelque chose, elle le restait jusqu'à ce qu'elle ait l'impression que le problème était résolu. Elle ne se contentait pas d'appuyer sur un bouton et de faire comme si tout allait bien. C'est là qu'elle m'a fait sa proposition. Tu sais, ma belle, je me disais que quand tu dois voyager pour le travail,
je pourrais aller faire un tour à la maison pour toi. M'assurer que tout va bien. Arroser les plantes, ce genre de choses. À première vue, ça semblait raisonnable, voire utile. Je voyageais pour le travail au moins une fois par mois, parfois plus. Et ce serait bien de savoir que quelqu'un surveillait les lieux. Mais quelque chose dans sa façon de dire les choses a déclenché mon radar. Trop désinvolte, trop serviable. Comme si elle essayait de me vendre l'idée au lieu de simplement me la proposer. C'est gentil à toi, ai-je dit. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. La maison est très bien toute seule. Oh, ça. Ne me dérange pas. En fait, j'aime bien avoir un projet, et tu sais comment je réagis quand les endroits ne sont pas bien entretenus. Elle m'a adressé ce sourire. Celui qui me faisait fondre avant, mais qui maintenant me rendait méfiante. Contre toute attente, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire? Elle passerait l'aspirateur sur les tapis et arroserait les plantes. Peut-être réorganiserait-elle mes placards de cuisine comme elle l'avait toujours voulu. Énervant, mais inoffensif. La première fois qu'elle est venue me voir, alors que j'étais à Seattle pour une réunion client, je suis rentré chez moi avec exactement ce à quoi je m'attendais. La maison était propre. Vraiment propre. Pas seulement rangée, mais nettoyée en profondeur, d'une manière qui m'a fait culpabiliser de mes normes ménagères habituelles. Mes costumes étaient suspendus dans le placard, parfaitement défroissés et classés par couleur. La vaisselle était non seulement lavée, mais aussi rangée dans les placards comme si nous tenions un restaurant. Même mon tiroir à chaussettes avait été réorganisé. C'était excessif, mais je me suis dit que c'était juste Nadia qui était Nadia. Elle avait toujours été un peu perfectionniste en matière de ménage. Et maintenant, elle avait toute une maison à peaufiner au lieu de se contenter de l'appartement exigu de sa sœur. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des petits détails qui n'avaient pas vraiment de sens. Les meubles du salon avaient été réorganisés. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que je le remarque. Le canapé était positionné différemment, incliné vers la fenêtre au lieu de la télévision. La table basse avait été déplacée d'environ 15 cm vers la gauche. Les coussins étaient disposés de façon à ressembler davantage à des magazines qu'à des objets usagés. Mes livres avaient également été réorganisés. Je les avais toujours rangés selon un système qui me semblait logique. La fiction sur une étagère, la non-fiction sur une autre, les ouvrages de référence en bas, là où ils étaient faciles d'accès. Maintenant, ils étaient rangés par auteur, créant ces lignes nettes et ascendantes qui rendaient bien, mais qui rendaient impossible de trouver quoi que ce soit. Le plus étrange se trouvait dans ma chambre. J'avais toujours gardé un petit bol sur ma table de chevet pour la monnaie, les cartes de visite, ce genre de bêtises qui s'accumulent dans les poches. À mon retour de Seattle, le bol avait disparu. Immobile, disparu. À sa place se trouvait une petite succulente en pot et une bougie que je n'avais jamais vue auparavant. Quand j'ai interrogé Nadia à ce sujet, elle m'a dit qu'elle avait jeté le bol parce qu'il encombrait l'espace et la plante apporterait une énergie positive à la pièce. Le même qu'elle avait toujours débité à propos de fun et de flux d'énergie. Mais ça me dérangeait qu'elle ait jeté mes affaires sans me demander mon avis. Au cours des mois suivants, c'est devenu notre routine. Je sortais de la ville, elle passait voir la maison, et je rentrais pour découvrir que mon espace avait été subtilement transformé. Jamais rien de majeur. Rien dont je puisse me plaindre sans passer pour un ingrat, mais toujours quelque chose. Puis j'ai commencé à remarquer des changements dans la situation de Dana. Elle avait quitté son appartement minable pour un endroit plus agréable à l'autre bout de la ville. Rien de luxueux, mais une nette amélioration par rapport au taudis où elle vivait avec ses enfants. Quand j'ai demandé à Nadia comment Dana avait réussi à financer le déménagement, elle a de nouveau eu ce regard qui. Oh, vous savez, elle a pris des heures supplémentaires au travail et on a donné un petit coup de main ici et là. Nous, la famille, tout le monde a mis la main à la pâte, mais je connaissais le travail de Dana. La situation était telle, et je connaissais la situation financière de la famille. Ils n'avaient aucun moyen de réunir assez d'argent pour payer le premier mois de loyer, le dernier, la caution et les frais de déménagement dans un logement qui était clairement hors de portée de Dana. Génial, ai-je dit. D'où vient l'argent? Nadia sourit et s'éloigna en fredonnant une chanson que je ne connaissais pas. Nous avions de l'aide. De l'aide de qui? Mais elle était déjà dans la cuisine en train de faire couler l'eau sans raison apparente, mettant fin à la conversation. Ce soir-là, allongé dans mon lit parfaitement fait et dans ma maison parfaitement propre,
j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. La gaieté soudaine de Nadia, son empressement à venir me voir pendant mon absence, la mystérieuse manne financière de Dana, cette impression que ma maison me ressemblait moins et davantage à une salle d'exposition à chaque retour de voyage. Il se passait quelque chose chez moi pendant mon absence. Et quoi qu'il en soit, c'était suffisamment rentable pour permettre à Dana d'améliorer considérablement son cadre de vie. La question était, quelle aide valait autant d'argent? J'y ai passé 2 semaines. Je planifiais ma prochaine action. 2 semaines à faire semblant d'être normal, à embrasser Nadia au revoir avant de partir au travail, à discuter de sa journée, à faire comme si je n'avais pas remarqué sa façon de s'enquérir de mon programme de voyage avec un peu trop d'intérêt. 2 semaines à me mordre la langue lorsqu'elle mentionnait nonchalamment qu'elle adorerait ranger la maison lors de mon prochain voyage d'affaires. Le truc, quand on est marié depuis 4 ans, c'est qu'on apprend à déchiffrer les histoires. Nadia avait toujours été une terrible menteuse. Elle avait un petit pli entre les sourcils quand elle était malhonnête, et sa voix montait d'environ une demi-octave. Mais ces derniers temps, elle mentait avec une telle aisance que c'en était presque impressionnant, comme si elle s'était entraînée. J'ai décidé qu'il me fallait des preuves. Pas des soupçons, pas des intuitions, pas d'étranges coïncidences concernant la soudaine stabilité financière de Dana. Des preuves tangibles de ce qui se passait chez moi pendant mon absence. Les caméras étaient étonnamment faciles à trouver. J'ai fait 3 magasins d'électronique différents, payant comptant à chaque fois, alors il n'y aurait pas de traces de carte bancaire. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, mais les paranoïaques ne se trompent généralement pas sur leurs conjoints infidèles. Et oui, j'étais presque sûr que c'était de ça qu'il s'agissait. Une situation équitable, peut-être avec plusieurs personnes impliquées. Ça expliquerait les cris que Sam avait entendus, les visiteurs nocturnes, l'impression que ma maison avait été habitée par des inconnus. J'ai acheté 5 caméras en tout. Des petites, du genre qui ressemblent à des détecteurs de fumée ou à des chargeurs de téléphone. Le vendeur du dernier magasin d'électronique, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, m'a aidé à choisir des modèles qui téléchargeaient tout automatiquement sur le cloud. Il faut des modèles qui n'enregistrent que les mouvements, m'a-t-il dit en me montrant l'application sur son téléphone. Sinon, tu vas remplir ton espace de stockage avec des heures de pièces vides. Celles-ci sont parfaites pour garder un œil sur chez soi quand on n'est pas là. S'il savait. J'ai attendu le lundi suivant, quand Nadia serait partie travailler et ne serait rentrée que le soir. Puis j'ai passé une journée entière à transformer ma maison en système de surveillance. La première caméra était installée dans le salon, cachée derrière des livres sur l'étagère, avec une vue dégagée sur le canapé et la table basse. La deuxième caméra était dans la cuisine, nichée entre le micro-ondes et le mur, d'où elle pouvait voir toute la pièce. La troisième caméra était dans le couloir, camouflée en veilleuse branchée sur la prise murale. La quatrième caméra était la plus délicate. Je l'ai installée dans l'entrée, de manière à ce qu'elle puisse filmer tous ceux qui entraient ou sortaient. J'ai dû déplacer des photos de famille pour bien la dissimuler. Mais une fois terminée, on ne la remarquerait jamais, à moins de la chercher. La cinquième caméra était installée dans ma chambre. L'installation m'a donné la nausée, mais je devais savoir si Nadia amenait des gens chez moi, dans mon lit. Je devais la voir, même si cela me détruisait. Chaque caméra était connectée à la même application sur mon téléphone. Je pouvais regarder des flux en direct, recevoir des alertes de mouvement, télécharger des enregistrements, tout le tralala. Quand Nadia est rentrée ce soir-là, j'avais un système de surveillance complet, et elle avait aucune idée. J'avais aussi réservé un voyage à Vancouver pour la semaine suivante. Une réunion client que j'aurais facilement pu gérer par visioconférence, mais j'avais insisté pour y aller en personne. 3 jours loin de chez moi, 3 jours à laisser Nadia seule avec ma maison et son plan. Quand je lui ai parlé du voyage à Vancouver, elle a pris cette expression de fausse mariée qu'elle avait depuis des semaines. Oh, c'est génial, ma belle. Tu adores Vancouver. Tu pars quand? Jeudi matin. Je serai de retour dimanche soir. Parfait. Je passerai vérifier pendant ton absence. Tu me connais. Je ne peux pas m'empêcher de ranger. Oui, je la connaissais. D'accord. La veille de mon départ, je lui ai envoyé un texto que j'avais soigneusement rédigé. Dis donc, je pars demain matin. Si tu veux arroser les plantes pendant mon absence, ce serait super. Mais s'il te plaît, ne fais pas le ménage à outrance cette fois, d'accord? J'aime bien un peu de désordre. Sa réponse est arrivée.
De retour dans quelques minutes. Tu me connais. Je ne peux pas te promettre de ne pas ranger un peu. On se sent tellement mieux chez soi quand c'est bien rangé. Un visage souriant avec des yeux rieurs. Cet emoji m'a donné la chair de poule. Trop joyeuse, trop innocente. Comme si elle planifiait déjà ce qui allait se passer chez moi ces 3 prochains jours. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais ce que ces caméras pourraient filmer. Nadia invitant un homme pour une soirée romantique dans mon lit. Plusieurs personnes transformant mon salon en salle de fête. Dana et ses enfants emménageant temporairement pendant mon absence, utilisant ma maison comme leur hôtel personnel. Mais malgré tous mes soupçons et les scénarios catastrophes, je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. Jeudi matin, j'ai embrassé Nadia au revoir dans la zone de départ de l'aéroport, mon téléphone vibrait déjà à cause des alertes de mouvement des caméras. Elle était à la maison avant même que mon avion ne décolle, ce qui aurait dû être mon premier indice qu'il ne s'agissait pas d'arroser des plantes ou de faire le ménage du phare. À mon arrivée à Vancouver, j'avais 17 alertes de mouvement qui m'attendaient. 17 alertes. Et je n'étais parti que 6 heures. Ce soir-là, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel, ordinateur portable ouvert, parcourant les images, les mains tremblantes. Ce que je voyais dans ces enregistrements allait tout changer. Pas seulement pour mon mariage, mais aussi pour ma naïveté envers la femme que je croyais connaître. Les caméras avaient tout filmé, et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Le premier jour fut presque ennuyeux. J'ai consulté l'application de manière obsessionnelle depuis ma chambre d'hôtel à Vancouver, observant Nadia se déplacer dans ma maison comme si elle était chez elle. Elle a arrosé l'orchidée, la même fichue orchidée qui avait déclenché tout ce bazar. Elle a réorganisé des livres, essuyé des comptoirs déjà propres. Un comportement typique de Nadia, le genre de choses que j'attendais de sa routine de contrôle. J'ai commencé à me demander si je ne perdais pas la tête. Peut-être que Sam s'était trompé au sujet des inconnus. Peut-être que j'avais laissé libre cours à ma paranoïa et que je me persuadais qu'il se passait quelque chose de sinistre quand en fait, c'était juste ma femme qui faisait son obsession compulsive habituelle pour le ménage. Mais jeudi soir est arrivé et tout a basculé. À 20h12 précise, heure du Pacifique, soit 23h12 à la maison, mon téléphone s'est mis à s'emballer avec des alertes de mouvement. Pas une seule caméra, mais les 5, illuminant mon écran comme un sapin de Noël. J'étais en plein dîner avec des clients, essayant d'avoir l'air professionnel tandis que mon téléphone vibrait toutes les 30 secondes sous la table. Je me suis excusé et je suis allé aux toilettes de l'hôtel, les mains tremblantes, en ouvrant l'application pour consulter les flux en direct. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant franchissait ma porte comme s'il y habitait. Un homme grand, la trentaine environ, vêtu d'une veste grise et d'un jean foncé. Il ne se faufilait pas et ne faisait pas semblant d'entrer par effraction. Il traversait mon entrée comme s'il rentrait du travail. Derrière lui se trouvait une femme avec un foulard rouge autour du cou et ce qui semblait être une bouteille de vin. Puis un autre homme est apparu. Ceci un plus court et plus rasé portant une chaise pliante sous son bras. Une chaise pliante comme il prévoyait de rester un certain temps et voulait s'assurer qu'il avait un endroit pour s'asseoir. J'ai regardé à travers la caméra d'entrée à mesure que de plus en plus de personnes arrivaient. Une femme aux cheveux blonds longs portant ce qui ressemblait à un sac en toile. Un autre gars dans une veste en cuir qui a immédiatement commencé à retirer ses chaussures par la porte comme s'il était chez un ami. Puis une autre femme, puis un autre homme. J'ai perdu le compte après que 6 personnes aient franchi ma porte d'entrée comme si c'était la gare centrale. Où diable était Nadia? J'ai basculé entre les flux de caméras essayant frénétiquement de repérer ma femme dans la foule d'étrangers qui avaient apparemment une sorte de rassemblement dans ma maison. Là, caméra de cuisine. Elle ouvrait des armoires, sortait des verres à vin, agissant comme une hôtesse lors d'un dîner. Mes mains tremblaient si mal que je pouvais à peine tenir le téléphone. Je suis passé à l'alimentation du salon et j'aurais immédiatement souhaité que je ne l'ai pas fait. Quelqu'un avait apporté des bougies, beaucoup de bougies. Il les installait sur ma table basse, sur le manteau, sur les tables latérales, tournant mon salon dans une sorte d'éclairage romantique qui a fait tourner mon estomac. La musique jouait, même si je ne pouvais pas l'entendre à travers les caméras. Je pouvais voir des gens se balancer légèrement, des verres à vin à la main, tout le monde a l'air détendu et confortable. Trop confortable. La femme aux cheveux blonds avait enlevé sa veste, révélant une robe noire qui semblait plus appropriée pour une boîte de nuit que ce soit censé être. Le gars de la veste en cuir était assis sur mon canapé.
Mon canapé avec son bras autour d'une femme que je ne reconnaissais pas, les deux riant de quelque chose. Puis j'ai vu le boîtier noir. L'un des hommes avait apporté ce qui ressemblait à une petite valise, et il l'installait sur ma table de salle à manger avec le type de soin que vous utiliseriez pour un équipement coûteux. Je ne pouvais pas voir ce qui était à l'intérieur de l'angle de la caméra, mais quoi qu'il en soit, cela nécessitait une manipulation soigneuse. C'est à ce moment-là que mon téléphone de travail a commencé à sonner. Le dîner client que j'avais abandonné, me demandant où j'ai disparu, j'ai regardé l'écran, en regardant des étrangers transformer ma maison dans leur terrain de jeu personnel, tandis que le nom de mon patron flasque sur l'affichage du téléphone. J'ai répondu avec une voix qui ne ressemblait rien à la mienne. Désolé, intoxication alimentaire. Pouvons-nous reprogrammer pour demain? Retour au flux de caméra. Le salon devenait plus encombré et les gens commençaient à devenir plus à l'aise. La femme blonde était assise sur le bras de ma chaise préférée, celle que j'ai achetée spécifiquement parce qu'elle était parfaite pour regarder la télévision après une longue journée. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant était appuyé contre ma bibliothèque, le verre à vin à la main, parlant avec animation de deux femmes qui étaient accrochées à chacun de ses mots. Quelqu'un avait atténué les lumières. Les bougies jetaient des ombres étranges sur les murs, faisant tout ressembler à une sorte de rassemblement intime, que je commençais à réaliser, c'est exactement ce que c'était. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait laisser tomber mon téléphone. Quelqu'un disposait des articles sur ma table basse. Des articles que je ne pouvais pas vraiment faire par la caméra, mais la façon dont les gens se rassemblaient, la façon dont ils manipulaient quoi que ce soit avec un tel soin et une telle attention, ce n'était pas des verres à vin ou des collations. Ma table basse, où j'ai pris le petit déjeuner tous les matins et j'ai regardé les nouvelles tous les soirs, était transformée en une sorte d'affichage pour ce à quoi je ne voulais pas penser. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné à nouveau. Pas une alerte de mouvement cette fois, mais un appel réel. Numéro inconnu avec mon code régional. J'ai répondu sans réfléchir, mon cerveau essayant toujours de traiter ce que je voyais sur les flux de caméra. Bonjour, c'est Marcus Banton? Oui, c'est l'officier de l'année avec le service de police de Maple Grove. Nous avons répondu à un rapport sur votre résidence sur Elm Street. Certaines personnes prétendent avoir été enregistrées sans consentement lors d'un événement à votre domicile. Ayez-vous conscience des rassemblements qui ont lieu dans votre propriété ce soir? Ma bouche est devenue complètement sèche. La police. Quelqu'un avait appelé la police sur tout ce qui se passait dans ma maison et il connaissait en quelque sorte les caméras. Non, j'ai réussi à faire passer. Je suis à Vancouver. Je ne suis même pas dans l'État. Votre femme et plusieurs invités sont actuellement sur place. Elle prétend qu'elle avait la permission d'utiliser la maison pour des rassemblements privés. Elle ne l'a pas fait. Pas pour ça. Pas pour quoi que ce soit. Pouvez-vous en fournir une preuve, monsieur? J'ai regardé mon téléphone à l'application montrant toujours des flux en direct d'étrangers se faisant chez moi dans mon espace. Ouais, dis-je, ma voix devient plus forte. Je peux fournir une preuve. Nous aurons besoin de vous pour envoyer une documentation ou des preuves pertinentes. Le conseiller juridique peut suivre en fonction de ce que nous trouvons. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le sol de la salle de bain de l'hôtel pendant 20 minutes, en regardant ma maison se retourner par des gens que je n'ai jamais rencontrés, tandis que ma femme a joué à l'hôtesse pour tout ce que cela était censé être. Conseil juridique, documentation, preuves. J'avais 3 jours de séquence, et tout était sur le point de devenir très, très officiel. J'étais toujours assis sur le sol de la salle de bain de l'hôtel, regardant mon téléphone comme si cela pourrait exploser lorsque le deuxième appel est arrivé. Cette fois, c'était le numéro de Nadia clignotant à l'écran et je pouvais pratiquement sentir la panique rayonnant par le téléphone avant même de répondre. Marcus, Marcus, où es-tu? Sa voix était haute et serrée comme elle était arrivée quand elle essayait de ne pas la perdre complètement en arrière-plan, je pouvais entendre des voix, plusieurs personnes parlant à la fois, certaines d'entre elles sonnaient assez agitées. Je suis à Vancouver, Nadia, où je vous ai dit que je serais. La question est, où êtes-vous et qui diable sont tous ces gens dans ma maison? Écoutez, tout cela est un grand malentendu. La police est là et ils posent toutes ces questions sur les caméras et le consentement. Eh bien, ils peuvent peut-être m'expliquer pourquoi il y a des étrangers qui ont une sorte de fête dans mon salon pendant que je suis à 3000 et il y avait une pause et je pouvais l'entendre parler à quelqu'un d'autre, sa main couvrant probablement le téléphone. Quand elle est revenue, sa voix avait complètement changé. Plus de panique, mais plaidant. Dis juste que tu savais, d'accord? S'il vous plaît,
dites-leur simplement que vous m'avez donné la permission d'avoir des gens. Ce n'était pas dangereux ou quoi que ce soit d'illégal. C'était juste ce n'était qu'un rassemblement. Un rassemblement pourquoi exactement? Une autre pause. Plus de voix étouffées en arrière-plan. Ensuite, je ne peux pas l'expliquer partout au téléphone. Mais s'il vous plaît, Marcus, juste une fois. Dites que vous le saviez. Je suis retourné à l'application de la caméra pendant qu'elle parlait, en regardant. Quoi se passait en temps réel? La police doit être arrivée parce que les gens remettaient leurs vêtements. Attendez, quand ont-ils enlevé leurs vêtements et que quelqu'un soufflait rapidement toutes les bougies qu'ils avaient installées dans mon salon? Nadia, je regarde tout devant la caméra en ce moment. Je peux voir des gens s'habiller dans ma maison, des gens que je n'ai jamais rencontrés auparavant dans ma vie. Donc, non. Je ne vais pas mentir à la police pour vous donner la permission de ce que c'est. Vous nous enregistriez. Sa voix a tiré une octave sans en dire à personne. C'est illégal, Marcus. C'est ma maison. Je peux mettre des caméras dans ma propre maison. Pas quand d'autres personnes sont là. Pas lorsque vous les enregistrez sans consentement. L'ironie était presque drôle. Elle était énervée contre moi pour avoir enregistré des gens qui n'auraient pas dû être chez moi en premier lieu. Mais avant de pouvoir le souligner, elle m'avait raccroché. 20 minutes plus tard, mon beau-père a appelé. Richard, avec qui je m'entendais généralement assez bien, mais qui avait une tendance pour prendre les côtés de sa fille, quelle que soit la situation. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Nogti est en larmes. La police est chez vous et elle dit quelque chose à propos de vous enregistrer secrètement des gens. Richard, j'ai installé des caméras dans ma propre maison parce que mon voisin m'a dit qu'il y avait des étrangers entrant et sortant pendant mon absence. Je suis rentré de Toronto il y a 2 semaines pour trouver l'endroit complètement différent et Nadia n'a pas pu me donner une réponse directe sur ce qui se passait. Alors, vous avez décidé d'espionner votre propre femme? J'ai décidé de découvrir ce qui se passait dans ma propre maison pendant que je payais pour des voyages d'affaires. Ma voix devenait plus forte et j'ai réalisé que je criais probablement au téléphone dans une salle de bain de l'hôtel à Vancouver comme un fou complet. Richard, il y a des gens dans ma maison en ce moment que je n'ai jamais rencontrés. Nadia utilise ma place pour une sorte que je ne sais même pas comment l'appeler. Regardez, peut-être que vous réagissez de manière excessive. Vous n'étiez jamais à la maison de toute façon. Quel est le mal à Nadia d'avoir quelques amis? C'était le moment où j'ai réalisé à quel point cela allait profondément. Ce n'était pas seulement Nadia qui pensait que c'était bien. Toute sa famille était là-dessus, ou du moins d'accord avec ça. L'idée que je pourrais vouloir contrôler ce qui s'est passé dans ma propre maison alors que je n'étais pas là était apparemment déraisonnable pour tous. Le mal est que c'est ma maison, Richard. Je paie l'hypothèque. Je paie les services publics. Je paie l'assurance. Et je n'ai autorisé rien à tout cela. Tu es égoïste, Marcus. Vous l'avez toujours été. Il m'a raccroché aussi. J'ai passé l'heure suivante dans ma chambre d'hôtel, en vérifiant les flux de caméras toutes les quelques minutes. La police était toujours là pour parler aux gens, prendre des notes. Je pouvais les voir examiner certains des articles qui avaient été installés sur ma table basse. Les articles que je ne pouvais toujours pas identifier, mais que je ne m'apparaissais certainement pas. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a bourdonné un texte d'un numéro inconnu. Et, cela va sembler bizarre, mais quelqu'un de la communauté de votre femme m'a donné votre numéro. Je pense que tu devrais voir ça. 6 juin était un lien vers un site web. J'ai cliqué dessus et mon estomac est tombé sur le sol. C'était un site de location. Des espaces privés pour les rassemblements sacrés, des lieux discrets pour les communautés adultes, des espaces sûrs pour les modes de vie alternatifs, et il y avait en bonne place dans la galerie de photos était ma maison, mon salon, ma cuisine, ma chambre. Des photos de qualité professionnelle qui avaient évidemment été prises lors de l'une des séances de rangement de Nadia. La description a parlé d'une belle maison de banlieue disponible pour les rassemblements intimes et la vie privée et la discrétion garantie. Les coordonnées de l'hôte ont été répertoriées comme quelqu'un nommé Hélène, que j'ai réalisé avec une clarté malade, était Nadia, orthographiée en arrière. Ma femme avait loué ma maison à des étrangers pour Dieu sait quel genre d'activité, la publiant en ligne comme une sorte de boutique pour les personnes ayant des modes de vie alternatifs. J'ai tout capturé d'écran. Le site web, les photos, les tarifs de location, le calendrier montrant ma maison ont été réservés pour les 3 prochains mois. Tous parfaitement coordonnés avec mon horaire de voyage auquel Nadia avait accès.
Ensuite, j'ai rappelé que l'officier de l'année et lui ait dit de s'attendre à une documentation très intéressante dans son email dans l'heure. Les caméras m'avaient donné une preuve, mais ce site m'a donné tout le reste. Nadia n'avait pas seulement utilisé ma maison. Elle en avait dirigé une entreprise. Une entreprise qui impliquait apparemment suffisamment d'argent pour aider Dana à améliorer sa situation de vie et Dieu sait quoi d'autre. Mon mariage n'était pas terminé. C'était sur le point de devenir un cauchemar légal. Nadia m'a de nouveau appelé 30 minutes plus tard et cette fois, elle avait l'air complètement différente. Pas plus paniquée, sans plaider, vaincue comme quelqu'un qui vient de réaliser que leur monde était sur le point de s'écraser. Marcus, s'il vous plaît, dites simplement que vous connaissiez les rassemblements. Je vais tout expliquer plus tard, mais en ce moment j'ai besoin de vous pour dire à la police que vous m'avez donné la permission. Je regardais toujours le site web de mon ordinateur portable, faisant défiler les photos de ma chambre qui avaient été mises en scène pour ressembler à une sorte de retraite de luxe. Il y avait même une photo de ma salle de bain avec des bougies chères disposées autour de la baignoire et des pétales de rose éparpillés sur le comptoir. Pétales de rose que je n'avais certainement pas mis là-bas. Non, Nadia, je ne mens pas à la police. Surtout pas après ce que je viens de trouver. Que voulez-vous dire? Je veux dire le site web, Nadia, ou devrais-je vous appeler Hélène? Belle touche. Soit dit en passant, éplez votre nom en arrière, vraiment subtil. Le silence à l'autre bout de la ligne s'étendait si longtemps que je pensais qu'elle avait raccroché. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Comment avez-vous trouvé cela? Quelqu'un de votre communauté m'a envoyé le lien. Je suppose qu'il pensait que je devrais savoir que ma maison était annoncée comme un lieu de rassemblement sacré et de mode de vie alternatif. J'ai cliqué sur plus de photos, chacune me rendant plus en colère. Jésus-Christ, Nadia, vous avez transformé notre chambre en un hôtel de boutique. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas seulement de l'argent, vraiment. Parce que selon ce site web, vous facturiez $300 par nuit pour les rassemblements intimes et 5 cents pour des expériences de week-end complètes. Cela me semble plutôt concentré sur l'argent. Je l'ai entendu prendre un souffle tremblant. La communauté avait besoin d'espace. Espace sûr. Avez-vous une idée de la difficulté de trouver des endroits où les gens peuvent explorer leur spiritualité sans jugement? Leur spiritualité? Est-ce ce que nous l'appelons? Je regardais une photo de mon salon installé avec ce qui semblait être des tables de massage et une sorte d'arrangement de l'hôtel élaboré sur ma table basse. Cela ressemble plus à un spa qui a été croisé avec une réunion culte. Vous ne comprendrez pas. Vous n'avez jamais compris ce dont j'avais besoin, ce que je cherchais, ce que vous recherchiez. Nadia, vous dirigiez une entreprise de location illégale hors de chez moi. Vous faisiez la publicité de ma chambre en ligne à des étrangers. Qu'est-ce que cela a à voir avec la spiritualité? Il s'agit de connexion, Marcus. Sur la guérison, pour aider les gens à trouver l'intimité et le sens dans leur vie. Quelque chose que tu ne m'as jamais donné. C'était là. D'une manière ou d'une autre, c'était de ma faute. Ma femme avait secrètement loué notre maison à des étrangers pour Dieu sait quel genre d'activité. Et c'est parce que je ne lui avais pas donné suffisamment d'intimité et de sens. Vous avez donc décidé de le trouver en transformant ma maison en quoi? Un nouveau bordel d'âge. Ce n'était pas comme ça. Sa voix est redevenue tranchante. C'était des cercles de guérison, des ateliers tantriques, des séances d'intimité sacrée, des gens explorant leur moi authentique dans un environnement sûr et favorable. J'ai cliqué sur la fonctionnalité du calendrier du site web et j'ai senti mon estomac chuter encore plus loin. Ma maison avait été réservée presque tous les week-ends depuis 6 mois. Chaque fois que j'étais sorti de la ville et de nombreuses fois où je travaillais tard ou passant la nuit dans la ville après les réunions des clients. Nadia, selon cela, vous avez loué l'endroit 2 ou 3 fois par semaine. Ce ne sont pas des rassemblements spirituels occasionnels. C'est une entreprise à temps plein. Les gens en avaient besoin et oui, ils ont payé pour cela, mais cet argent a été consacré aux enfants de Dana, à aider les membres de la famille qui se débattaient. Je ne gardais pas tout pour moi. Dana le savait. Une autre longue pause. Toute la famille savait. Tout le monde sauf vous. Cela m'a frappé comme un coup physique. Ses parents, sa sœur, probablement ses tantes et ses oncles et cousins. Ils savaient tous que Nadia utilisait ma maison comme une sorte de propriété locative de style de vie alternative. Et aucun d'entre eux ne me l'avait pensé.
Aucun d'entre eux n'avait pensé que le gars qui payait l'hypothèque pourrait vouloir savoir ce qui se passait dans sa propre maison. Combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Et ne me mens plus, Nadia. J'en ai fini avec les mensonges. Environ 1 an. 1 an. Alors que je travaillais 60 heures pour payer la maison, les services publics, les impôts fonciers, Nadia dirigeait une entreprise secondaire qui impliquait des étrangers ayant des séances d'intimité sacrée dans ma chambre depuis 1 an. Avez-vous déjà pensé à me demander? Vous est-il déjà venu à l'esprit que peut-être, juste peut-être, je pourrais vouloir avoir un mot à dire dans ce qui s'est passé dans la maison que je paie? Vous auriez dit non. Tu as vraiment raison, j'aurais dit non parce que c'est fou, Nadia. Vous ne pouvez pas simplement louer la maison de quelqu'un d'autre sans lui dire. Ce n'est pas seulement votre maison. J'y vis aussi. J'avais des droits. Vous aviez le droit d'y vivre. Vous n'aviez pas le droit de le transformer en entreprise à mon insu ni à mon consentement. Je faisais défiler la section des critiques maintenant, et il me rendait physiquement malade. Note 5 étoiles pour le bel espace privé et les équipements réfléchis. Quelqu'un avait écrit une critique élogieuse sur la transformation de son expérience de week-end. Mentionnant spécifiquement la magnifique chambre principale avec son énergie de guérison. Ma chambre. Des étrangers avaient vécu des expériences transformatrices dans ma chambre, puis en écrivant des critiques en ligne à ce sujet. Marcus, s'il vous plaît, dites à la police que vous connaissiez. Je vais fermer le site web. Je ne le referai plus jamais. Je ferai ce que tu veux. Mais si vous ne m'aidez pas avec cela, je pourrais faire face à de réelles charges. Évasion fiscale. Opérant sans permis. Qui sait quoi d'autre? J'ai regardé une dernière photo sur le site web. Ma cuisine s'est installée pour ce que la description a appelé une expérience de fête nourrissante avec des paramètres et des fleurs élaborées partout. Il était beau, professionnel, comme quelque chose d'un magazine. Et cela m'a fait réaliser qu'il ne s'agissait pas seulement de Nadia se retrouver ou explorer sa spiritualité. Cela a été calculé, planifié. Elle avait construit une entreprise en utilisant ma maison comme garantie, la publiant en ligne, planifiant mon voyage, déposant probablement des impôts sur les revenus qu'elle gagnait de ma propriété. Non, j'ai dit, je ne vous aide pas à couvrir cela. Vous avez fait ce gâchis. Vous pouvez gérer les conséquences. Si vous faites cela, notre mariage est terminé. J'ai regardé autour de ma chambre d'hôtel à Vancouver. J'ai pensé à rentrer chez lui dans une maison qui ne se sentirait plus jamais comme la mienne. J'ai pensé à dormir dans un lit où des étrangers avaient eu des séances d'intimité sacrée au cours de la dernière année. Nadia, dis-je, notre mariage est terminé depuis longtemps. Je ne le savais pas encore. Quand j'ai raccroché, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Soulagement. Enfin. Enfin, je savais ce qui s'était passé. Enfin, je pouvais arrêter de me demander si je devenais fou ou paranoïaque ou trop penser aux choses. Ma femme me mentait depuis 1 an, et maintenant j'avais des preuves. Le lendemain matin, j'étais assis dans un café de Vancouver essayant de prétendre que j'étais concentré sur la présentation de ma clientèle pendant que mon téléphone explosait avec des appels et des SMS de la famille de Nadia. J'avais envoyé un officier de l'année Everything, des captures d'écran du site web, des photos du calendrier de location, des copies des critiques où des étrangers ont déliré sur leurs expériences chez moi. Au moment où j'avais fini de transmettre toutes les preuves, il était 4 heures et j'avais l'impression d'avoir été frappé par un camion. Maintenant, tout le monde se précipitait pour faire du contrôle des dégâts et j'étais en quelque sorte le méchant de son histoire. Le premier appel est venu de Dana et elle était absolument furieuse. Pas à Nadia pour avoir dirigé une entreprise illégale hors de chez moi, mais à moi de tout ruiner en impliquant la police. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Elle a crié dans le téléphone avant même que je puisse dire bonjour. Nous devons bouger maintenant. Le propriétaire a découvert le rapport de police et il nous explique. Mes enfants vont être sans abri à cause de vous. Vos enfants vont être sans abri parce que votre sœur utilisait ma maison pour gérer une entreprise de location illégale, dis-je, essayant de garder ma voix calme même si mes mains tremblaient de colère. Cela n'a rien à voir avec moi. Cela a tout à voir avec vous. Vous auriez pu garder la bouche fermée. Vous auriez pu faire des choses en privé au lieu d'impliquer la police. Dana Nadia louait ma chambre à des étrangers pendant 1 an sans me le dire. Quelle partie de cela ressemble à quelque chose dont je devrais rester silencieux? Elle aidait les gens. Elle fournissait un service dont les gens avaient besoin.
Elle commettait une fraude et utilisait apparemment l'argent pour vous aider à payer pour un appartement que vous ne pouviez pas vous permettre par vous-même. Cela l'a fermé pendant environ 10 secondes. Ensuite, vous ne vous êtes jamais soucié de la famille de toute façon. Vous avez toujours agi comme si vous étiez meilleur que nous juste parce que vous aviez de l'argent. Je me souciais suffisamment de vous prêter de l'argent lorsque votre machine à laver s'est cassée. Je me souciais suffisamment d'acheter des produits d'épicerie pour vos enfants lorsque vous étiez entre des emplois. Mais je trace la ligne de transformer ma maison en une entreprise à mon insu. Elle m'a raccroché, mais pas avant de m'appeler un salaud égoïste qui a détruit les familles pour le plaisir. La mère de Nadia a appelé Next. Elle a adopté une approche différente. Culpabilité et déception au lieu de crier de la rage. Marcus, chéri, je suis tellement triste de tout ça. Nous pensions que vous étiez de la famille. Nous pensions avoir compris que parfois les familles doivent s'entraider de manière non conventionnelle. Des moyens non conventionnels comme gérer une entreprise de location hors de ma maison pendant que je paie l'hypothèque. Nadia essayait de construire quelque chose de beau, un espace où les gens pouvaient guérir et se connecter. Et oui, cela a également aidé la famille de Dana. Quel est le problème avec ça? Ce qui ne va pas avec cela, c'est qu'elle l'a fait derrière mon dos pendant 1 an. Ce qui ne va pas avec cela, c'est que je suis rentré à la maison pour trouver que des étrangers dormaient dans mon lit, et je ne savais pas pourquoi. Vous n'étiez jamais à la maison de toute façon. Vous travailliez toujours, voyageant toujours. Au moins Nadia rendait l'espace utile. Même le père de Nadia est entré dans l'action, m'envoyant un texte qui disait « Vous réagissez de manière excessive. Vous n'étiez jamais à la maison de toute façon. La famille aide la famille à grandir. » Ce qui m'a tué, c'est comment ils s'étaient tous convaincus que j'étais le déraisonnable. Dans leur esprit, j'étais le mari égoïste qui a détruit le voyage spirituel de sa femme et la situation de logement de sa belle-sœur parce que je contrôlais trop pour les laisser utiliser ma maison pour de bonnes fins. Aucun d'eux ne semble comprendre que l'utilisation de la maison de quelqu'un sans sa permission n'est pas une aide familiale, c'est un vol. Aucun d'eux ne semble comprendre que je pourrais avoir des préoccupations légitimes concernant les étrangers ayant des séances d'intimité sacrées dans ma chambre pendant que je payais pour des voyages d'affaires. J'ai officiellement déposé le rapport de police à mon retour de Vancouver. Fraude fiscale parce que Nadia avait gagné des revenus de ma propriété sans les signaler correctement. Les violations du zonage parce que les propriétés résidentielles ne sont pas censées être utilisées comme espaces de location commerciaux et quelques autres accusations que le bureau du procureur de district trierait. J'ai également contacté un avocat et commencé immédiatement la procédure de divorce. Pas de médiation, pas de séparation d'essai, pas de conseil de couple, juste un divorce propre et rapide avec une division claire des actifs. Puis j'ai appelé un agent immobilier. J'ai vendu la maison tranquillement sans en parler à personne dans la famille de Nadia. J'ai emballé mes affaires, supprimé toutes les images de la caméra du stockage cloud et signé les documents de vente 3 semaines plus tard. Les nouveaux propriétaires étaient un jeune couple avec un bébé qui prévoyait de transformer mon ancien bureau en pépinière. J'ai emménagé dans un petit condo à travers la ville. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine simple et un salon juste assez grand pour un canapé et une télévision. Pas de clé de rechange pour qui que ce soit. Pas de photos de famille sur le manteau. Aucun tapis de bienvenue près de la porte d'entrée. Juste moi dans un espace complètement et totalement le mien. Ils ont essayé d'appeler pendant des mois après que tout soit tombé. Nadia, sa sœur, ses parents, même quelques cousins que je n'avais rencontrés que dans des barbecues en famille. Mon téléphone s'allumerait avec leur numéro, les messages vocaux s'accumulant comme des mauvaises herbes numériques. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais écouté les messages. Après les premières semaines, je les ai tous bloqués. Les trucs légaux ont pris environ 6 mois à régler. Nadia a fini par plaider coupable à l'évasion fiscale et a payé une amende lourde. Les violations de zonage ont été rejetées parce qu'elle a accepté de fermer le site web en permanence et de ne plus jamais opérer ce genre d'entreprise. Dana a dû remonter avec ses parents lorsque son propriétaire l'a expulsée, ce qui a probablement rendu toute la famille encore plus énervée contre moi. Je m'en fichais. Les gens au travail ont commencé à poser des questions quand ils ont remarqué que je ne portais plus ma bague de mariage. J'ai gardé mes réponses courtes et simples. Nous sommes divorcés. Cela n'a pas fonctionné. La plupart des gens étaient assez intelligents pour ne pas faire pression pour plus de détails. Quelques amis proches ont essayé de me faire en parler des bières, mais je n'étais pas intéressé à remanier tout le désordre pour leur divertissement. Certains de mes collègues pensent probablement que j'ai réagi de manière excessive. Peut-être qu'ils ont raison.
Peut-être que découvrir que votre femme a dirigé une entreprise secrète hors de votre maison ne vaut pas la peine de détruire un mariage. J'aurais peut-être dû être plus compréhensif de son besoin d'exploration spirituelle et d'indépendance financière. Mais voici ce que j'ai compris pendant ces mois de calme dans mon nouveau condo. Je ne suis plus en colère. J'étais furieux, en fait. Mais la colère prend trop d'énergie, et j'ai décidé que j'avais de meilleures choses à faire avec la mienne. Ce que je suis fait, c'est totalement fini avec des gens qui pensent pouvoir prendre ce qui n'est pas le leur et appeler cela la fidélité à la famille. Fait avec le fait d'être responsable qui paie les factures tandis que d'autres personnes prennent les décisions sur la façon dont mon argent et mon espace sont utilisés. Fait avec le sentiment de coupable de vouloir le respect de base dans ma propre maison. Mon condo est petit, mais c'est le mien. Personne d'autre n'a des clés. Personne d'autre ne connaît le code de sécurité. Personne d'autre ne décide ce qui se passe dans ces murs. Quand je rentre du travail, l'endroit ressemble exactement à la façon dont je l'ai quitté. Quand je fais des voyages d'affaires, je reviens dans une maison qui est toujours à moi. Certaines personnes pourraient appeler cela seul. Je l'appelle paisible. Nadia a tenté une dernière fois pour tendre la main environ 1 an après la finalisation du divorce. Elle m'a envoyé une lettre, une véritable lettre manuscrite, parlant de croissance et de pardon et comment nous pourrions tous les deux apprendre de ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle espérait trouver la paix avec mes choix. Je n'ai jamais écrit. C'est ma paix. Cette vie privée tranquille où personne ne prend ce qui n'est pas donné librement. Là où mon espace reste le mien, mes choix restent les miens et ma confiance n'est pas quelque chose que les gens peuvent exploiter pour leur propre avantage. Ils pensent probablement que le calme signifie faible. Ils pensent probablement que je me cache du monde dans mon petit condo, l'aime mes blessures et me sentant désolé pour moi. Ils se trompent. Ce ne se cache pas. C'est guérir. Et maintenant enfin, c'est à moi.